Ok, mesdames et mesdemoiselles, messieurs, je vous souhaite à tous et à toutes les bienvenus. Les présidents ont parlé, nous sommes tous réunis. Je suis Bertrand Thiers, journaliste, le monsieur loyal de cette conférence régionale qui se déroule simultanément dans les 5 départements normands. Donc je suis heureux de saluer ceux qui étaient déjà là l'an dernier et je suis heureux de saluer ceux qui sont arrivés cette année. Alors, je ne vous rappelle pas le programme, vous l'avez sous les yeux. Intéressons-nous à la question du jeu des questions-réponses qui interviendra après chaque table ronde. C'est pas facile hein, quand on est dispersé dans 5 endroits différents et on forme une bonne compagnie, hein, plus de 600 personnes. C'est pas facile de jouer le jeu des questions-réponses. On s'en était aperçu l'an dernier. Alors aujourd'hui, on a choisi une organisation un peu différente. Vous avez un hashtag qui vous permet, comment dirais-je, de poser vos questions en temps réel. Vous avez un code barre qui est généralement un QR code, pardon, qui est généralement sur votre programme ou qui a été affiché. Vous pouvez le flasher, ce qui permettra de remonter vos questions en direction de 5 personnes référentes, une personne par CDG, une personne dans chaque salle. Ces personnes sont Leïla Fourneau à Rouen, Alié Gadi à Évreux, Sandrine Guillois à Argentan, Marlène Concalves à Caen et Pierre Morel à Saint-Lô. Elles feront la synthèse de vos remarques, de vos commentaires, de vos questions. Ça permettra évidemment de nourrir notre réflexion. Bon, vous savez qu'on a changé par rapport à l'an dernier. On a 4 séances ce matin et on va commencer par les enjeux statistiques et les enjeux formation. Et puis, une nouveauté, une intervention en début d'après-midi. Je vous présenterai tout à l'heure notre intervenant qui va écouter l'ensemble de nos échanges. Bon, eh bien écoutez, il est maintenant 8h59, on y va, c'est assez parlé. Première séquence, nous partons en direction d'Évreux. Et que se passe-t-il à Évreux? Eh bien, Cécile Yassi, directrice du CDG 27, on la voit, elle est déjà debout, près du micro, prête à intervenir. Et puis, il y a Marie Blondel, la directrice du CNFPT Normandie, qui vont à la fois sur le portrait statistique de l'emploi et de la formation de la fonction publique territoriale en Normandie. Donc, on va avoir des enjeux statistiques à rapporter à notre question, celle de la QVCT, la qualité de vie et les conditions de travail. Et puis après, avec Marie, on verra les enjeux formation qui sont liés à cette approche nouvelle du rapport au travail. Cécile, je vous souhaite la bienvenue. Bonjour. Et nous vous voyons. Nous sommes contents de vous écouter. Et vous avez voulu faire le lien entre la crête de l'an dernier sur l'attractivité et la crête de cette année sur les conditions de vie et les conditions de travail. Parce que, m'avez-vous dit en préparant cette rencontre, évidemment, quand on parle conditions de travail, quand on parle conditions de vie, eh bien, on parle aussi d'attractivité. Nous vous écoutons, Cécile. C'est la deuxième conférence, alors j'ai le retour, mais c'est merci, pour la deuxième conférence régionale de l'emploi territorial. Non, je crois que... Ça va venir. Donc, le portrait statistique des collectivités normandes. Est-il besoin de rappeler que que des collectivités fonctionnent efficacement, il est impératif que des agents publics travaillent dans ces collectivités? Alors, de quelles ressources théoriques disposerons-nous dans les décennies à venir? Eh bien, l'INSEE a répondu à cette question et je ne suis pas sûre que ça va vous plaire. Comme vous pouvez le constater sur ce graphique, dans 15 ans, donc 15 ans c'est demain,
la Normandie aura perdu presque 13% de sa population en âge de travailler, c'est-à-dire les 19-64 ans. Et en 2070, c'est plus d'un quart de personnes et de son potentiel d'actifs qui sera perdu. Donc, ça veut dire qu'il y aura moins de personnes potentielles à embaucher, d'où une concurrence accrue, encore plus accrue, avec le secteur privé. Il conviendra donc à la fois d'être innovant pour attirer et mener une politique de prévention pour conserver les agents en bonne santé et donc en capacité de travailler dans nos services publics. Si on regarde département par département, il y a des disparités. Certains résistent mieux que d'autres. Le Calvados et la Seine-Maritime résistent un petit peu mieux à la baisse de cette population, moins 17% en Seine-Maritime, moins 18% dans le Calvados, mais ça atteint presque 30% dans l'Eure, dans l'Orne et dans la Manche. Ça veut dire que dans ces 3 départements, un tiers des personnes en âge de travailler auront disparu. Mais aujourd'hui, combien avons-nous d'agents publics et surtout, quels sont leurs employeurs? On a 94 000 agents en Normandie, dont 40% se trouvent en Seine-Maritime, 22% dans le Calvados, 16% dans l'Eure, 15% dans la Manche et 7% dans l'Orne. Le constat est donc que les départements qui ont le plus d'agents aujourd'hui seront en plus ceux qui en perdront le moins. Qui sont les employeurs des agents publics? 46% des agents publics sont dans les communes, presque un agent sur 2. 28% dans les départements, régions et SDIS. 11% dans la communauté d'agglo et les communautés urbaines et métropoles. 6,5% dans les communautés de communes. La même chose dans les CCAS et la Caisse des écoles. Et 2% dans les syndicats. Comme vous le savez, bon, on prend 1 an chaque année, mais c'est encore plus vrai pour les agents territoriaux. L'âge moyen des agents en Normandie sur les emplois permanents est au-dessus de la moyenne nationale. L'âge moyen dans la fonction publique en France, dans la fonction publique territoriale, c'est 46 ans, alors qu'il atteint 50 ans dans les communes de moins de 500 habitants, en Normandie. Donc l'âge moyen des agents étant inversement proportionnel à la taille des employeurs publics, puisque plus la collectivité a une taille importante, plus l'âge moyen des agents est jeune. Je pense que ça ne vous a pas échappé que les populations jeunes ont tendance à déserter nos secteurs ruraux pour se rapprocher des plus grandes villes. Bon, on le constate aussi chez les employeurs. D'où l'importance de pouvoir apporter aux agents qui sont dans ces collectivités des conditions de travail qui respectent leur santé. Si on veut qu'ils puissent rester au travail, il faut qu'ils ne soient pas en arrêt. On va s'intéresser un tout petit peu plus près aux communes. Premier employeur de Normandie, je vous le rappelle, 50% des agents. Dans les communes de plus de 50 000 habitants, c'est 74% des agents qui sont des agents de catégorie C. Mais c'est plus de 9 agents sur 10 qui sont de catégorie C dans les communes entre 500 et 2000 habitants. C'est la majorité de nos communes en Normandie. Bon, alors là, on va parler un tout petit peu des choses qui fâchent, à savoir les constats sur les rémunérations et les recrutements. La rémunération statutaire des agents catégorie C peut être active. Je pense que là, je n'ai pas un scoop. Sur ces 2 graphiques est présentée la proportion d'agents dont la rémunération statutaire est en dessous du niveau du SMIC. Pour rappel, la grille de C1, comme vous le voyez, c'est le premier graphique bleu, correspond au premier grade d'adjoint technique, au premier grade d'adjoint administratif, de l'échelon 1 à 10, C2 correspondant au grade à partir de adjoint principal, et B, les premiers échelons de rédacteur, technicien, animateur. Vous constatez que entre 56% et 82% des agents en C1, 8 agents sur 10, sont en dessous du SMIC. Cela participe grandement à la difficulté de recrutement, comme vous pouvez l'imaginer. Dans les 4 groupes confondus, c'est-à-dire de C1, C2, C3, et même les premiers grades de B, cela correspond à un tiers minimum des agents dont la rémunération statutaire est en dessous du SMIC. Bien entendu, vous le savez, on n'a pas le droit de payer les gens en dessous du SMIC.
Donc, c'est des agents qui vont avoir sur leur fiche de paye une indemnité différentielle pour arriver au SMIC. Et pendant des années, ils vont rester au SMIC, même à chaque fois que le point d'indice augmente. La différence, bien entendu, c'est pas une nouveauté, est toujours accrue chez les femmes, avec un écart de rémunération de 7,3%. Il nous apparaît donc nécessaire, voire indispensable, voire très urgent, le temps que tout ça puisse se caler, je laisse les organisations syndicales le faire au niveau national, voilà, de mettre l'accent sur la part du régime indemnitaire. Alors, le régime indemnitaire, comment dire, il est encore timide. On va dire en progression, mais reste nul. Donc, la proportion du régime indemnitaire par rapport au traitement indiciaire est assez constante entre 2020 et 2021. Pour les fonctionnaires, il correspond à 8,8% pour les petites communes, jusqu'à un maximum de 16% pour les grandes intercommunalités, et pour les contractuels, entre 3,5% pour les petites communes, jusqu'à un maximum de 16% pour les grandes intercommunalités. La proportion, on fait le ratio entre le niveau du régime indemnitaire et le traitement statutaire. La proportion était plus importante en 2017 et elle a commencé à baisser, c'était en lien avec le transfert prime-point. Dans les années qui ont suivi, le chiffre baisse, comme vous pouvez le constater, au niveau des proportions. C'est lié à l'entassement des grilles statutaires. Forcément, ça a amené une hausse du point d'indice et donc une baisse de la part du régime indemnitaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vraisemblablement, à chaque augmentation du point d'indice, le régime indemnitaire reste au même niveau. Donc la proportion baisse. Mais le constat, il est quand même qu'en Normandie, il y a encore 30%, une collectivité sur 3, qui n'a toujours pas mis en place le RIFSEP. On va s'intéresser un petit peu au taux de rotation. Alors, c'est quoi le taux de rotation? Le taux de rotation, c'est le ratio entre le nombre de départs et d'arrivées sur une année, divisé par 2, sur l'effectif présent au 1er janvier de cette année-là. En fait, c'est un indicateur du turnover du personnel dans une entreprise ou dans une collectivité. Ce taux, il augmente, on l'a vu, et on le voit sur le graphique depuis 2009. Et en 2021, il a atteint 13,2%. On voit bien que les taux de rotation, quand ils sont supérieurs à 15%, c'est considéré comme des taux de rotation très élevés. Et ça nécessite d'être donc très surveillé, puisqu'un taux supérieur à 15% est un signe très négatif sur les conditions de travail des agents, puisque les agents ne restent pas, en fait, dans leur collectivité, ont tendance à beaucoup bouger. Pour parler de qualité de vie au travail, je crois qu'il est vraiment important qu'on puisse faire un point sur l'état de santé de nos agents. L'état de santé de nos agents est en aggravation. Entre 2020 et 2021, que ce soit les situations d'inaptitude, le nombre de temps partiels thérapeutiques augmente. La disponibilité pour raisons de santé a doublé entre 2020 et 2021. Les retraites pour invalidité augmentent elles aussi chaque année. 146 en 2020, 155 en 2021, 180 en 2022. Je vous rappelle qu'un agent en arrêt, c'est un service public en défaillance. Le taux d'absentéisme global est lui aussi fluctuant, plutôt en augmentation, surtout dans les communes de moins de 10 000 habitants. Le taux d'absentéisme en 2020, il est un petit peu, on ne sait pas trop, on voit bien qu'il est beaucoup plus important, mais il est impacté forcément par l'année de pandémie Covid-19. Il nous faudra plusieurs années après, peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, pour pouvoir suivre ce taux d'absentéisme global. Parlons des accidents de service, de travail. Les agents de la filière technique restent toujours les plus représentés dans les accidents, ce qui ne vous étonne pas, 67% en 2020, 64% en 2021. Ce sont eux les victimes d'accidents. Le nombre de jours d'absence par accident est en moyenne en 2020 de 47 jours, 40 en 2021. Va falloir vérifier dans les années à venir si ça continue à baisser. Si c'est le cas, on sera content. Le coût moyen des accidents de service, parce que ça a un coût humain, bien sûr, mais ça a un coût aussi financier. Le trajet, c'est 3 000 €. Le coût moyen d'une maladie professionnelle, c'est supérieur à 21 000 €. La baisse du nombre d'accidents que nous avons pu constater en 2020, c'était lié en fait à la période de confinement. Les gens se déplaçaient plus, donc forcément, il y a eu moins d'accidents. Donc, le nombre qu'on a en 2022 qui est en dessous de celui de 2019, on se dit, en 2023, on verra. S'il continue à baisser un petit peu, ça veut peut-être dire
qu'on aura permis aux collectivités d'avoir un document unique d'évaluation des risques et que c'est peut-être ça qui aura eu un effet bénéfique dans la préservation de la santé de nos agents. Ça sera confirmé l'année prochaine. Restons positifs. Le document unique d'évaluation des risques, j'ai encore régulièrement des élus qui me disent « Bon, j'ai jamais entendu parler de ce truc. » Bon. C'est un document obligatoire depuis 2001. C'est pas juste très récent, qui recense les risques auxquels sont soumis les agents, qui évalue leur fréquence, leur gravité, et qui propose des actions correctives pour améliorer ces risques, voire les faire disparaître si c'est possible, et ainsi agir sur la préservation de la santé des agents. Quand on compare, alors au début c'est ce qu'on voulait faire, les chiffres bruts des rapports sociaux uniques, on observe une baisse de la part des collectivités ayant un document unique, car les répondants changent d'une année sur l'autre. Il y a une année, parce que maintenant, ça ne vous a pas échappé que c'était chaque année. Avant, le bilan social, c'était tous les 2 ans. Bon, il y a des collectivités qui ont gardé le même rythme. Hein. Ils répondent que tous les 2 ans, donc forcément, le nombre de répondants n'est pas toujours le même d'une année sur l'autre. Donc, on s'est dit que pour que ça soit plus vrai, on allait prendre un échantillon constant, c'est-à-dire des collectivités qui avaient répondu sur les 2 années. Donc, on observe donc un léger mieux, puisqu'en fait, il y a un petit peu plus de documents uniques, mais il y a encore de nombreux efforts qui sont attendus. Malheureusement, il y a quand même qu'un quart des communes qui ont leur document unique, alors que je vous rappelle qu'elles représentent les employeurs de la moitié des agents territoriaux. Il est donc primordial de vous rappeler que les centres de gestion normands, chacun en ce qui les concerne, peuvent vous apporter un appui méthodologique pour la réalisation de votre document unique. Dans les indicateurs de qualité de vie et conditions de travail, il y a 43% des collectivités qui offrent à leurs agents des prestations d'action sociale. C'est quoi les prestations d'action sociale? Des tickets restaurants, des bons cadeaux pour les enfants, l'adhésion au CNAS, par exemple. 46% des employeurs territoriaux normands ont une politique de protection sociale complémentaire. Protection sociale complémentaire, c'est quoi? C'est la participation à la mutuelle santé des agents. Je vous rappelle que ça sera une obligation pour tous les employeurs publics à partir du 1er janvier 2026. La participation financière à la protection sociale et prévoyance maintien de salaire, quand vos agents sont en arrêt et qu'ils se retrouvent à demi-traitement, ça sera une obligation pour tous les employeurs publics au 1er janvier 2025. Donc, on va avoir dans les tables rondes l'importance d'offrir aux agents une organisation de travail souple et permettant un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Il s'agit, et on l'avait vu l'année dernière, d'un facteur d'attractivité et de maintien en poste vraiment très important. En 2021, seulement 14% des collectivités ont mis en place le télétravail. Je vais donc passer maintenant la parole à Marie Blondel, qui est la directrice de la délégation régionale du CNFPT et qui va vous parler de la formation. Marie, c'est à toi. Je pense que tu es un petit peu plus grande que moi. Cécile. Merci beaucoup, Cécile, de cette intervention courte, Merci, mais Cécile. qui Merci beaucoup. pointe l'enjeu stratégique. Donc effectivement, Cécile nous a parlé de certains leviers qui pouvaient être activés pour améliorer la qualité de vie et les conditions de travail. La formation fait partie de ces leviers. Parce que pour nous, elle a 3 angles qui peuvent agir sur cette qualité de vie au travail. Elle peut encourager cette qualité, elle peut prévenir l'usure professionnelle et elle peut aussi aider à bâtir des parcours professionnels qui sont facteurs de qualité de vie. Ouais, ça marche. Donc l'année dernière, on avait eu la joie de se retrouver. Moi, j'étais en direct dans l'Orne. Et on avait partagé ensemble un certain nombre de constats sur la façon dont les agents normands fréquentaient nos formations, avec un impact très clair du Covid sur l'année 2021 qui n'était pas sans nous inquiéter, puisqu'il était à la fois révélateur des difficultés des agents à se libérer de leur poste de travail pour venir se former, et peut-être aussi d'une forme de détachement parfois par rapport à cette possibilité qu'offre la formation et qui peut être vécue parfois comme annexe ou pas forcément prioritaire par certains.
On avait vu donc une difficulté à mobiliser dans les mêmes proportions qu'avant le Covid. En 2022, on a vu que la tendance commençait à s'inverser avec un nombre de jours de formation qui était nettement supérieur à celui de 2021. Et puis, on a heureusement vécu une année 2023 sous de meilleurs auspices avec une réelle remontée, hein, puisque quand on compare juin 23 à juin 22, on est à plus de 30% de formation dispensée et à plus de 20% de participants. Ça témoigne des efforts des collectivités pour se mobiliser, des DRH, des services formation, et également peut-être d'un impact des efforts que nous faisons dans l'établissement pour rapprocher nos formations au maximum des agents avec une politique de territorialisation de nos actions qui est accrue et qui va continuer de se développer tout au long de l'année 2024. Alors, parmi ces actions de formation, on a effectivement un certain nombre d'actions qui permettent de travailler sur ces enjeux de qualité de vie au travail. Tout d'abord, des formations qui relèvent des domaines de la santé, de la sécurité au travail. On a eu une année 2023 qui était une année post-renouvellement des instances représentatives du personnel. Et donc, dans ce cadre-là, une obligation pour les collectivités d'envoyer les membres des CST, des formations spécialisées, se former. Ce n'est pas terminé, mais on est plutôt en bonne position en Normandie sur cette formation-là. On a encore des gros bataillons d'agents qui vont être formés d'ici la fin de l'année, le début de l'année prochaine. Mais on est convaincu que la qualité du dialogue social concourt à la qualité de vie au travail des agents et que des représentants du personnel bien formés, c'est des meilleures conditions de travail pour chacun derrière. Donc à ce titre-là, plus de 1000 agents ont été formés en Normandie. C'est un investissement en temps, on en est conscient, mais derrière, c'est quand même gage de meilleures relations au travail et d'un meilleur dialogue au service des conditions de travail. Parmi toutes les propositions qui peuvent être faites en matière de santé sécurité au travail, c'est un domaine sur lequel on a quand même une grosse activité en Normandie. On a quelques nouveautés en 2024 qui peuvent vous intéresser, notamment tout ce qui concerne l'accueil et la sécurité du nouvel arrivant. Le risque numérique sur la santé, dont on ne mesure pas encore, je pense, pleinement aujourd'hui tous les impacts que ça aura, mais on est persuadé qu'en termes de troubles musculo-squelettiques comme de risques psycho, on va avoir des gros impacts du numérique et c'est important de pouvoir les mesurer et les anticiper. Et puis, on a aussi un enjeu qui me tient particulièrement à cœur, qui est celui de l'anticipation des situations d'usure professionnelle, puisque si les DRH et les responsables de formation aujourd'hui passent 80% de leur temps à gérer 20% des situations les plus compliquées. On va être confronté à des situations de santé catastrophiques. Et donc, à ce titre-là, seule la prévention de l'usure professionnelle par des parcours qui anticipent les évolutions de carrière peuvent permettre de relever ce défi. J'y reviendrai juste après. On a aussi, pour moi, un gros enjeu sur une approche beaucoup plus transversale du développement des compétences. La fonction publique territoriale en Normandie, comme en France, hein, c'est 75% d'agents de catégorie C. Et parmi ces agents, la plupart sont en contact très direct avec le public. Qu'on parle de l'état civil, de l'accueil, des espaces verts, de la petite enfance, de l'animation, ce sont des, je ne parle pas du social ou de l'aide à domicile, ce sont des agents qui sont en contact vraiment rapprochés avec des usagers qui sont de plus en plus exigeants, qui sont aussi parfois dans des situations compliquées, qui transfèrent une partie de leur complexité sur les agents publics. Et à ce titre-là, on constate quand même une montée en puissance très importante dans les arrêts maladie de tout ce qui peut être risque psychosocial et
troubles divers et variés. Donc, ça ne s'improvise pas, hein. En France, on a un système éducatif qui axe quand même très peu la formation initiale sur le développement des compétences transversales. Donc, on peut rattraper le tir avec de la formation tout au long de la vie, de la formation à la prévention de l'agressivité, à la gestion des conflits, au développement de la confiance en soi, à la communication au travail, à la gestion des situations difficiles, au développement de collaboration efficace avec ses responsables hiérarchiques. Ce n'est pas du luxe, ce n'est pas pour se faire plaisir qu'on fait ces formations-là. C'est parce qu'elles sont extrêmement importantes pour dénouer un certain nombre de situations et favoriser un maintien en compétences tout au long de la vie. Ces compétences transverses sont donc vraiment des outils de résilience face aux transformations auxquelles sont confrontés et vraiment très exposés en première ligne les agents territoriaux. Le bien-être au travail, c'est un levier de réalisation personnelle dont l'agent doit être acteur, hein, pas seulement sa hiérarchie. C'est un message que l'on passe aussi aujourd'hui. On a la possibilité en tant qu'agent de pouvoir s'inscrire sur ces formations-là et de prendre en main cette dimension de son poste. Un agent bien dans son poste, c'est un service public de qualité et c'est l'avenir de nos services publics qui se joue là. L'autre levier, c'est cette fois-ci des actions que l'on peut proposer sur mesure en collectif pour des collectifs de travail, qu'il s'agisse d'une équipe, d'un service, d'un comité de direction, d'un ensemble d'encadrants ou d'une collectivité dans son ensemble. Je n'ai cité que quelques exemples et je peux vraiment répondre ensuite à la pause à toutes vos demandes à ce sujet-là. On a vraiment la possibilité de développer des formations sur mesure sur le bien vivre ensemble au travail, avec des sessions qui peuvent être sous forme de sensibilisation ludique, ou également des actions beaucoup plus en profondeur sur la durée pluriannuelle, avec un accompagnement des différentes strates qui permet d'aborder aussi des enjeux de transformation très importants. Et on est dans l'heure aujourd'hui, je sais qu'on est sur un territoire qui a été particulièrement confronté à des recompositions de son paysage territorial avec des fusions de PCI, avec des transferts de compétences qui font que des agents ont été amenés à travailler ensemble là où ils travaillaient auparavant dans des organisations très différentes. Tout ça, ça joue énormément sur le climat social, sur les conditions de travail, sur l'organisation. Et ce sont des transformations qu'on accompagne dans plusieurs collectivités avec des résultats très probants et des niveaux de satisfaction qui nous encouragent à continuer à vous proposer ça. L'autre levier que l'on peut proposer aussi sur mesure et qui me semble important aujourd'hui à partager avec vous, ce sont des actions sur mesure sur l'accompagnement aux mobilités professionnelles. Je reviens sur mon propos introductif. Si on considère que les agents doivent travailler plus longtemps pour toutes les raisons que l'on connaît, on est aujourd'hui dans une situation qui nous impose de travailler sur des deuxième, troisième parties de carrière et de les anticiper au maximum. À ce titre-là, je ne commenterai pas ces diapos qui sont assez denses, mais vous les aurez ensuite. J'ai souhaité vous partager tous les modules qui peuvent être proposés pour accompagner les transitions professionnelles des agents eux-mêmes, de leurs encadrants et de leurs DRH. J'ai coutume de dire quand je rencontre les collectivités que dans les DRH, traditionnellement, on avait 2 métiers. On avait la gestion carrière-paye d'un côté, on avait le recrutement, la formation de l'autre et un petit peu de santé quand on était dans les collectivités les plus importantes. Demain, on va avoir des métiers qui vont être ceux de l'accompagnement à la mobilité professionnelle, des conseillers en évolution professionnelle qui ne sont pas réservés qu'aux plus grosses collectivités. Les CDG œuvrent, mais ne sont pas suffisamment nombreux sur ces postes-là pour répondre à la totalité de la demande vu l'enjeu. Donc on incite vraiment à former les conseillers en évolution professionnelle avec tout un tas de propositions qui sont faites et qui sont même amenées à être certifiantes pour accompagner les agents dans ces parcours-là. On a le décret du 22 juillet 2022 qui priorise l'accès des agents dans les situations les plus difficiles à nos formations. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui fonctionne. On a énormément d'inscriptions prioritaires de ces agents sur nos formations. Demain, on va être amené à appliquer ce qui ne vous a pas échappé cet été sur la plage, l'arrêté du 1er août 2023 qui
va encore plus inciter à accompagner les mobilités, non plus uniquement subies des agents, mais aussi les mobilités choisies, des agents qui veulent évoluer, qui vont vous demander des bilans de parcours professionnels, qui vont vous demander des accompagnements individualisés. Et dans ce cadre-là, nos offres vont devoir aussi s'adapter pour être encore plus individualisées et sur mesure. Dans tout ce qu'on propose, on a effectivement beaucoup d'outils qui ne sont pas forcément des outils qui nécessitent de suivre des parcours sur des dizaines de jours. On peut prendre les briques dont on a besoin et composer son propre menu à la carte. On a aussi des ressources qui sont accessibles à distance et des MOOC qui peuvent être suivis de façon perlée. On sait aussi que ces formations ne sont pas suffisantes et que c'est par des événementiels comme ceux d'aujourd'hui qu'on arrive à toucher ces sujets-là. On a eu le projet un peu fou début juillet d'organiser une rencontre qui visait justement pour la première fois à faire se rencontrer des agents en mobilité professionnelle et des DRH qui les accompagnaient. Le mix des 2 publics a été extrêmement réussi et apprécié, avec des témoignages poignants d'agents qui ont fait part de la façon dont ils avaient pu être accompagnés dans leur transition professionnelle et ce que ça leur avait apporté sur le plan individuel, personnel et aussi évidemment professionnel. Donc on a choisi de renouveler l'expérience avec la collaboration des 5 CDG. Dès les prochains jours, là, le 13 novembre, on propose de nouvelles rencontres de ce type-là, au cours desquelles on aura l'occasion de vous présenter beaucoup plus en détail ce que je viens de vous exposer et d'illustrer très concrètement les parcours sur mesure des agents qui ont pu s'engager dans ces démarches-là. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Merci Marie. beaucoup, Marie. Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup, Marie. à Merci Cécile à Guessy. Cécile. Ces deux Ces interventions deux interventions sont particulièrement sont importantes. particulièrement Pourquoi? importantes. Parce Pourquoi? qu'elles nous Parce qu'elles rappellent rappellent que que la fonction publique la fonction territoriale en publique Normandie territoriale en est Normandie touchée par la est crise touchée par la crise démographique démographique globale qui globale touche notre qui touche notre région. région. Vous savez que Vous savez le que préfet le préfet Jean-Benoît Albertini, le Jean-Benoît préfet de Albertini, le région, préfet de en région, a fait maintenant en a un fait thème maintenant un fort thème et fort récurrent et de récurrent de ces ces interventions. interventions. On voit On voit qu'il y a une très grande qu'il y a une très grande différence différence entre les grandes entre les grandes collectivités et les collectivités petites et les collectivités. petites collectivités. Les grandes collectivités avec beaucoup d'agents ont généralement des agents, on l'a vu avec Cécile, plus jeunes. Les petites collectivités ont moins d'agents, bien entendu, et des agents plus vieux. Ce qui pose évidemment la question du repositionnement avec le vieillissement, ce qui pose la question de la sécurité, bien entendu. On a vu une aggravation de l'état de santé général des agents, et derrière, l'enjeu stratégique des conditions de travail en termes d'attractivité pour l'ensemble, évidemment, des collectivités et des structures publiques de Normandie. On voit, à travers ces deux interventions, la responsabilité de l'employeur, de l'élu employeur, qui est de plus en plus grande, la nécessité de créer des cultures communes autour de ces enjeux conditions de travail. C'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Il y a de la formation, il y a du conseil. On voit bien qu'une mécanique est en train de se mettre en place. Mais dans quelle direction faut-il organiser, évidemment, les différents acteurs?